Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. bienvenue. Alors on attend 1 à 2 minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc bon, je pense que vous avez trouvé le chat pour la plupart, mais tout va se passer directement dans le chat aujourd'hui. Ne paniquez pas, si vous pouvez ni activer votre micro ni votre caméra, c'est tout à fait normal, hein, on est en format webinaire. N'hésitez pas à nous dire de quelle région vous êtes, pour qu'on voit un peu qui nous écoute aujourd'hui. Parce que généralement, on a aussi des personnes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane ou de La Réunion qui sont présents. Ah oui, il y a un petit peu de Ouais, tout. il y a du monde. Bretagne, Toulouse, Lot, Charente. Donc, il y en a un peu partout, hein. Donc, bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je vais donner juste quelques petites informations et ensuite je laisserai Antoine se présenter. Sachez que cette webconférence, elle sera enregistrée et disponible sur YouTube, donc pas de panique. Si vous avez arrêté une slide à un moment, vous pourrez retrouver le replay. Je vous enverrai un petit mail à l'issue de la webconférence. Sachez simplement qu'on ne partage pas le support de présentation. Voilà. Donc, je laisse peut-être Antoine se présenter aujourd'hui, qui va vous présenter un petit peu tous les leviers pour financer son entreprise via le financement participatif. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mis en place cette webconférence, elle a dit, et c'était une très bonne opportunité de pouvoir voir les autres moyens de financement hors crédit pour créer ou développer son entreprise. Écoute, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Du coup, je suis Antoine, le fondateur de Mayday Mayday. Bon, j'ai une petite slide de présentation, donc je vais vous l'afficher. Mayday Mayday, c'est un service d'accompagnement en financement participatif. Moi, il faut savoir que j'ai travaillé 4 ans chez KissKissBankBank, qui est une des plateformes pionnières en financement participatif. J'ai accompagné un peu plus de 2000 porteurs de projets, donc autant des gens qui lancent des shampoings, des pots de fleurs composteurs, des créateurs de contenu, des youtubeurs, des artistes, enfin voilà. J'ai commencé sur ce secteur assez junior par des petits projets et ensuite je me suis vraiment seniorisé jusqu'à accompagner des très 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 gros projets. Et Mayday Mayday, pourquoi j'ai créé ce service? Parce que en fait les plateformes se sont reconcentrées sur leur cœur de métier, c'est-à-dire proposer un outil et pas forcément un accompagnement. Et moi, mon métier, du coup, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent lancer leur campagne en proposant un service qui puisse permettre d'optimiser les chances de réussite des porteurs de projets. C'est hyper important parce que quand on lance une campagne, qu'on la réussisse ou pas, elle reste bien référencée sur les moteurs de recherche dans les 3 à 5 premiers résultats. Donc, il vaut mieux la réussir parce que ça reste une preuve sociale. Et ensuite, pour également, la deuxième promesse de Mayday Mayday, c'est de développer son espérance de collecte. Donc, grâce à un accompagnement, pouvoir espérer collecter davantage. Parce que mon quotidien avant, c'était de lancer des campagnes tous les jours. Maintenant, plusieurs par mois. Généralement, les gens que j'accompagne, ce sont pour la plupart la première fois qu'ils lancent leur campagne. Donc, l'idée aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous donner un petit peu les principes fondamentaux du financement participatif. Voilà, et ensuite, si un jour vous souhaitez vous faire accompagner, je suis là. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Avec Je me plaisir. présente juste rapidement et puis je te laisse la main. Alors, certains me connaissent déjà, parce que je reconnais certains noms dans le chat. Donc, je m'appelle Cassandra Le Brusselet, je suis chargée de projet pour l'association ADI, donc je suis directement au siège à Paris. Et dans ma multitude de missions, parce qu'on est vraiment beaucoup, je m'occupe de programmer les webconférences de l'ADI, donc sur différentes thématiques. Et j'avais aussi envie de remettre en place aujourd'hui cette webconférence qu'auparavant on avait fait avec KissKissBankBank. Et comme disait Antoine, qui a travaillé aussi pour KissKissBankBank, c'était vraiment une très bonne opportunité pour présenter le financement participatif. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Moi, je les pousserai directement à Antoine. Et Antoine, je te laisse la main. Super. Et je vous propose un petit sommaire. Dans un premier temps, comprendre le financement participatif. C'est bien d'avoir un petit peu les bases. Ensuite, préparer sa campagne, parce qu'une campagne, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Et ensuite, là, ce sera, on va dire, un petit coup de pub pour Mayday Mayday, c'est se faire accompagner, l'importance de se faire accompagner dans un exercice qu'on n'improvise pas. Donc, pour la première partie, comprendre le financement participatif, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors,
financement participatif ou crowdfunding ou financement par la foule, on l'appelle ça, comme on veut. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de financement alternatif qui passe pas par les circuits, traditionnels, c'est-à-dire la banque, les investisseurs et cetera. En fait, on peut, se faire, financer des projets de nature, très diverses avec un outil hors, des circuits, traditionnels et cet outil, heu, hier, en fait, on pouvait faire des campagnes de financement participatif, mais il y avait pas d'outils, il y avait pas internet. On ne pouvait pas collecter sur, une page web. En réalité, le financement participatif, ça existe depuis très, très, très longtemps comme manière de faire. Par exemple, la Statue de la Liberté, en fait, il faut savoir qu'elle a été offerte par la France aux États-Unis, mais elle a été offerte sans le socle. Donc en fait, aujourd'hui, elle ne tiendrait pas debout si, Joseph Pulitzer, dans son journal, n'avait pas fait un appel aux dons, du coup, il y a eu, plus de 160 000 personnes et plutôt dans la classe populaire avec des petites contributions qui ont contribué et aujourd'hui, bon, bah, voilà, elle tient debout, là où on peut la voir, et ce qui a changé aujourd'hui, finalement, c'est qu'en fait, grâce à internet, on a des outils qui sont adaptés sur lesquels on peut collecter de l'argent, donc on n'y va plus, au chapeau, si je puis dire. Je vais quand même vous parler de 3 types de crowdfunding, de crowd, et ensuite on va se concentrer sur le crowdfunding traditionnel qui est mon cœur de métier. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est quand même bien que vous puissiez avoir, une vue d'ensemble. Donc il y a le crowdfunding, ma spécialité, donc c'est par le don et la précommande avec ou sans contrepartie non financière. Donc là, on est sur un type de financement non dilutif. Dette, on ne doit rien à personne, si ce n'est des contreparties, aux contributeurs. Ensuite, il y a le crowdlending, donc là, c'est le prêt, qui permet, par exemple, d'investir dans les, centrales photovoltaïques, les parcs éoliens et là, on va avoir, un pourcentage. Donc là, on est plutôt sur une notion d'investissement. C'est pas du tout la même chose et ensuite l'equity, pareil, notion d'investissement toujours et là, on va souscrire à des titres de capitaux ou de créances et on va attendre que la boîte, lève des fonds ou se fasse revendre pour faire une plus-value. Donc c'est très long terme et ces 2 derniers types de crowd, donc lending et equity, c'est pas avant 2 ou 3 ans d'existence. Donc voilà. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se concentre, sur le crowdfunding. Alors pour qui, à qui s'adresse, ce moyen de financement? La réponse est tout le monde. Moi, dans ma vie, j'accompagne autant, des particuliers, des indépendants, des entreprises, des associations, des fondations, des collectivités territoriales, donc c'est assez varié. Après, bah, évidemment, j'adapte mon accompagnement, en fonction des interlocuteurs. Et ensuite, pour quel projet? Et ben, la réponse est aussi large, c'est tous les projets créatifs, associatifs ou entrepreneuriaux. En fait, si on a une idée à concrétiser, on peut faire appel au financement participatif, par le don ou la précommande. Après, évidemment, il faut que son projet, soit fédérateur. Un projet personnel, ça ne fonctionne pas. Si j'ai envie de financer, mon année d'école, mon permis, mon mariage, un tatouage, un vélo, là, on est plutôt sur une cagnotte et pas une collecte qui nécessite de mener, une véritable campagne. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors, il y a plein de raisons, de lancer une collecte, justement. C'est un levier à impact, multiple et ce levier, il permet, de diversifier ses sources de financement. Donc en fait, on peut voir le financement participatif comme de l'amorçage ou un complément. Ça peut rassurer, un banquier. Moi, j'ai beaucoup, de porteurs de projets qui sont allés voir le banquier a dit non et finalement, ils y retournent avec une preuve sociale qu'est le financement participatif, en disant: «Je me suis constitué un apport» et ça les rassure. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une preuve sociale. On voit de l'argent, mais aussi on voit un nombre de personnes qui a contribué au projet. Ensuite, ça permet de rechercher des financements de manière simple et rapide. Là, on ne va pas proposer un business plan, on va raconter une histoire parce que la foule, le grand public, est beaucoup plus sensible aux histoires. Ensuite, ça sert également à élargir son public cible. En fait, on peut renforcer heu, ses liens avec sa communauté. Par exemple, un artiste, bah, il peut se rapprocher de son public si c'est un artiste dans la musique par exemple, hein, faire venir les contributeurs dans sa loge avant son concert, assister aux répétitions, enfin on peut prévoir plein de petites attentions. Ensuite, ça permet également, pardon, de tester son projet auprès du grand public. C'est une sorte d'étude de marché aussi, de voir est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas, de tester des messages, voilà.
Ça permet également de développer sa présence sur le web parce que quand on mène une campagne, on se référence, voilà, on est présent, on occupe le terrain et ça permet également de se démarquer parce que tout le monde ne fait pas une campagne de financement participatif, donc c'est un exercice, on va dire, différenciant. Voilà. Quelques chiffres pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Le crowdfunding, c'est 5 000 € de montant moyen collecté. Alors après, c'est une moyenne, attention, mais c'est une grande moyenne qui confond tous les projets, autant le segment de la mode, l'artisanat, etc., etc. Après, évidemment, on peut espérer davantage si on a une plus grande communauté, si on a une communauté engagée, voilà, dans l'attente. Et après, il y a certaines thématiques où les moyennes se développent. Par exemple, dans les food entrepreneurs, par exemple, si vous montez un restaurant, quelque chose comme ça, là, on peut espérer plutôt en moyenne aux alentours des 10 000 €. Ensuite, le panier moyen, il est de 50 €. Le nombre moyen de contributeurs, il est entre 70 et 170, donc c'est une fourchette assez large. Et la durée moyenne d'une campagne, et ça, je vais vous expliquer pourquoi, elle est de 30 à 45 jours. Pourquoi? C'est parce que il y a 2 temps forts d'une campagne. Le premier, c'est le lancement, parce qu'il y a une certaine émulation, il y a une excitation, ça se prépare un lancement et on va faire en sorte que quand on ouvre le portillon, si je puis dire, il y ait du monde qui saisisse la perche. Et ensuite, il y a la fin de la campagne parce que en fait, vous allez faire monter une urgence de fin de campagne en disant attention, il reste plus que 3 jours, c'est le moment ou jamais, etc., etc. Et en fait, une campagne, il faut voir ça comme un événement. Et si ça dure trop, trop, trop longtemps, c'est un non-événement. Et puis, il ne faut pas oublier que l'ennemi d'un porteur de projet sur ce genre d'exercice, c'est le temps. Si on propose trop de temps, on propose trop de temps pour réfléchir. Et en fait, on va donner toutes les excuses du monde aux visiteurs de la page de ne pas contribuer. Donc, c'est dangereux. Et le pourcentage de réussite, alors j'ai pris le pourcentage de réussite de la plateforme la plus connue en France, hein. Avant, il y avait KissKissBankBank, mais qui se fait racheter par Ulule, sa concurrente, mais qui est une très belle plateforme. Et il y en a d'autres, hein, Helloasso, Mimosa, etc. Je peux vous en citer beaucoup. Mais le pourcentage de la plateforme la plus populaire, qui est Ulule, c'est 78% de taux de réussite. Et après, moi, j'ai la chance d'avoir 100% de taux de réussite avec l'accompagnement de Mayday, mais c'est parce qu'on travaille fort. Voilà. Il y a une règle à connaître. La règle à connaître, c'est la règle du tout ou rien. Là, ouais, Je t'interromps dis-moi. une petite seconde, il y avait une petite question de Nathalie Alors, qui me demandait comment ça se passait le financement participatif pour les auto-éditeurs. pour C'était les juste. auto-éditeurs, écoute Nathalie, c'est tout à fait crowdfundable comme projet pour les auto-éditeurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer leurs manuscrits dans les maisons d'édition, qui vont se le faire refuser ou qui ont tout simplement l'envie de s'auto-éditer pour avoir cette indépendance-là. Et en fait, c'est la foule qui va financer ou permettre la prévente d'un ouvrage. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais le parcours, il est le même pour tout le monde, là, pour le coup. Mais en tout cas, ça fait partie des projets les plus populaires, hein. La culture, c'est une des thématiques qui se finance le mieux en financement participatif. Moi, j'accompagne autant les artistes dans la musique, par exemple, j'ai accompagné un magazine de photographie récemment, de jeunes photographes, un magazine sur le Japon, des livres, des longs métrages, des courts métrages, etc., etc. Donc la culture est omniprésente. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on en profite pour répondre à d'autres questions? Oui, il y avait une question de Céline qui est Ulule est payant. Il me semble que ils prennent un pourcentage. Ouais, exactement. Bon, les plateformes, elles ne travaillent pas gratuitement, c'est un fait, et Ulule, en tout cas la moyenne, hein, de pourcentage des plateformes est de 8% du montant collecté, en France, ouais. Alors Nathalie, du coup, nous répond. Elle nous dit donc je peux faire un financement sur TikTok ou mon compte personnel. Alors moi, je ne connais pas TikTok. Donc, Alors, moi je connais TikTok, mais après, pas de manière, poussive, mais après oui, certainement tu peux collecter de l'argent. Après, c'est pas du tout les mécaniques. Après, si tu as une audience sur TikTok, pourquoi pas? je reconnais qu'il me semble TikTok, ils prennent énormément au niveau des frais, hein. C'est voire 50%, hein. Ah oui, quand même. Oui, oui, c'est oui. Une belle part du gâteau, ils sont gourmands, OK.
Je vous propose de poursuivre, mais oui, en tout cas, les plateformes, elles ont la règle du tout ou rien. Le tout ou rien, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un objectif de 10 000 € que vous ne l'atteignez pas, promesse est faite aux contributeurs de les rembourser. Et là, pour le coup, la plateforme ne prendra pas sa commission, de 8 pour le coup, vu que les gens auront été remboursés. Voilà, donc vous n'aurez pas d'ardoise. Pourquoi cette contrainte? En fait, c'est une contrainte vertueuse. En fait, ça permet de créer une dynamique, une sorte de pression sociale. Alors là, je vous le dis, hein, on est sur la présentation, mais si c'est possible, j'essaierai peut-être, d'en sortir et de vous montrer des campagnes pour faire concret. Voilà, donc ensuite, évidemment, je vous le disais, hein, une campagne, ça se prépare, c'est tout un cheminement. Donc déjà, on se pose la question, de l'objectif. Comment on fixe un objectif? En fait, il y a 2 méthodes. Est-ce qu'on veut collecter de l'argent ou est-ce qu'on veut prévendre des pièces? Alors, je vous le dis tout de suite, à la fin, ce qu'on reçoit, c'est de l'argent, hein, on va pas recevoir des préventes. Mais en tout cas, c'est un mode d'affichage différent, c'est de la communication. Donc par exemple, là, je choisis de collecter un montant financier, donc 10 000 €. Je peux le dépasser, enfin l'atteindre, le dépasser. Voilà, et ensuite le nombre de préventes, ça s'adresse plutôt à des produits. Par exemple, moi j'ai des gélules sur la périménopause, des petits pots pour bébé, pâte à tartiner, et cetera. On va plutôt aller sur de la prévente ou des pièces dans la mode. Tandis que, par exemple, si vous êtes pizzaïolo, par exemple, et que vous avez envie de financer le four de votre pizzeria, vous allez plutôt collecter un montant, parce que les gens vont vouloir pouvoir redonner du pouvoir sur leur argent et se dire: «Bon, je finance, l'outil, de l'artisan», et c'est beaucoup plus, valorisant et on est toujours plus fier d'avoir contribué à ça. Les contreparties, c'est, justement ce que vous devez, aux contributeurs. Alors vous leur devez pas de l'argent, c'est ce que j'expliquais, au début, mais vous allez leur devoir, hem, des récompenses, alors cohérentes avec le projet, originales pour vous démarquer, personnalisées pour être dans une démarche d'attention, attractives, pour convaincre, et exclusives aussi pour valoriser les premiers soutiens. Alors je vous ai mis des petits exemples de contreparties. Il y a les contreparties symboliques. Alors par exemple, bon, je vous donne le contexte parce que sinon, c'est bizarre là, vous voyez la cocotte mascotte. Alors par exemple, là, c'était, le projet de Lou, qui est qui a créé un projet, hem, dans l'agriculture, dans ce segment-là, et du coup, on a mis, comme contrepartie symbolique l'adoption, d'une poule. Il y avait 50 poules à adopter, on pouvait leur donner le prénom, et cetera. Là, pour le coup, c'est très symbolique parce que vous ne devez rien si ce n'est donner un prénom et peut-être envoyer une photo de la poule. Après, dans cette contrepartie, il y avait une invitation à la soirée d'inauguration du jardin de Mouloup, c'est comme ça que s'appelle ce projet, et une carte de réduction, valable 1 an sur tous les fruits et légumes, de la ferme du jardin. Donc ça, c'est une contrepartie globale, mais ce qu'on met en avant dans cette contrepartie, c'est le côté symbolique, de l'adoption d'une poule. Ensuite, pour 100 €, c'est cœur sur la table. Alors ça, c'était l'adoption d'une table. Alors moi, mon métier, c'est de faire adopter beaucoup de choses, en fait, vous l'aurez compris, des marches, des tables, des poules, des lampadaires. Et là, c'est un projet qui s'appelle Fine Fleur à Saint-Ouen, c'est un projet de restaurant. Et généralement, quand on accompagne un lieu, il y a pas mal de choses à adopter en réalité, des tables, des chaises, et ça permet de créer du sentiment d'appartenance vis-à-vis du projet. Alors c'est pas parce que, il y a une chaise qui est avec le nom d'un contributeur qui s'appelle, Marie-Lise, que vous ne pouvez pas vous asseoir dessus, hein, au contraire, mais c'est juste pour créer du sentiment d'appartenance, et puis, soutenir, le projet. Un autre type de contrepartie est les contreparties matérielles. Alors là, les pâtés gourmands, c'est un projet de pâte à tartiner à Lyon. Évidemment, je vends des pâtes à tartiner, dans ma campagne, il y aura la contrepartie, pâte à tartiner. Et ensuite, vadrouilleur confirmé. Là, c'est Mathilde, c'est un compte Instagram qui s'appelle Vanity Vadrouille. Elle fait le tour de la France avec son van, il s'appelle Oscar, et elle crée des cartes routières avec des rencontres, d'artisans, avec des bons plans, et cetera. Donc en fait, si on achète sa carte routière, on peut, découvrir un restaurant, des chocolatiers, des cafés, c'est toute une curation, de talents. Et ensuite, 3e type de contrepartie, les contreparties expérientielles. Alors là, vous l'avez compris, c'est pour vivre, des moments.
Donc Gardien Troubadour, je vous l'explique, c'était un monument historique que j'ai accompagné à Sancerre, donc la Tour des Fiefs. J'accompagne des projets dans toute la France, hein, pour préciser. Et à Sancerre, on voulait sauver la tour et en fait, on a proposé une contrepartie expérientielle pour vivre un moment, donc 2 entrées et un verre pour 2 personnes lors d'une soirée, tout au-dessus de la tour, donc passer un bon moment au coucher du soleil. Et ensuite, le kiff signature, c'est un restaurant à Paris qui s'appelle Jam Rose, qui vient d'ouvrir. Et là, c'était un atelier pour apprendre à fabriquer un cake, donc avec 2-3 personnes, hein, sinon ça ne les vaudrait pas les 250 €. Et ensuite, on pouvait mettre le cake à la carte. Voilà pour les types de contreparties. Et ensuite, ce que je voulais vous exposer aussi, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, je t'interromps parce qu'on a quelques questions par rapport à ce Allons-y. que tu expliquais. Alors, question de Pauline, est-ce qu'il faut stratégiquement baisser l'objectif pour être sûr d'atteindre en fait son objectif ou si c'est pas forcément une très bonne idée? Alors, Pauline, en fait, sur le principe de tout ou rien, il vaut mieux avoir un objectif, raisonnable pour se donner toutes les chances de l'atteindre et voire même de le dépasser. En fait, il faut plutôt chercher à dépasser un objectif qu'à l'atteindre simplement. Si tu te balades honnêtement sur les plateformes de financement participatif, si tu vois que quelqu'un a fait tout pile 100, c'est que cette personne, elle a vraiment, morflé, jusqu'au bout et peut-être même rajouté au pot, malheureusement, et c'est ce que je ne recommande pas de faire. Mais en fait, généralement, on va faire ce qu'on appelle une mécanique de palier. Par exemple, si tu peux très bien dire, tiens, mon premier palier, il est à 5 000 € pour financer ça. Mon deuxième palier, il est à 7 500 €. Je financerai ça en plus. Et 10 000 €, je financerai ça encore en plus. En fait, ça permet de mener sa campagne en ayant des piliers, des paliers de communication, et de sécuriser une certaine somme. Je pense que c'est plus sage comme stratégie. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'applique la plupart du temps avec les porteurs de projets que j'accompagne. Alors, on avait une autre question, mais donc du coup, enfin, ça revient un peu à ce que tu disais. Est-ce qu'il faut un minimum quand on... Enfin, s'il y a un... Pardon, monsieur, j'ai perdu le message, ça a bougé. Non, mais je Oui, peux il dit, est-ce que répondre c'est une collecte, la collecte a un minimum combien? Mais en fait, il y a pas. bah, il y a pas vraiment de minimum. Après, il faut quand même jouer le jeu. Mettre un objectif, c'est se donner aussi un défi, de l'atteindre. Après, il faut être raisonnable, mais oui, on va pas mettre un objectif à 1 € parce que là, du coup, on va finir avec une campagne, je vous le souhaite, à 100 000 % et ça n'a pas d'intérêt. Mais en tout cas, une bonne campagne, c'est une campagne qui dépasse son objectif à 130, 150 % et qui mobilise parce que faire 100 % avec une seule personne, c'est pas une fierté. Voilà. Et une autre question aussi, c'est est-ce que la contrepartie, elle est obligatoire? Alors, elle n'est pas obligatoire. Enfin, en fait, je pense. Après, c'est beaucoup mieux parce que mettons-nous à la place d'un visiteur sur une page. En fait, on veut tous y trouver son intérêt. Après, ça n'empêche pas que sur des projets, on va aussi, en fait, même s'il y a des contreparties, on a la possibilité de faire un don libre, ce qu'on appelle de la love money et il y en a toujours sur les campagnes. Mais proposer des contreparties, c'est proposer des leviers de contribution. En fait, c'est un peu comme l'expression, «pas de bras, pas de chocolat». Bah, là, c'est pas de contrepartie, pas de contribution. En fait, on tend des perches et chaque contrepartie est une suggestion de contribution, une suggestion pour quelqu'un qui a peu de moyens, mais qui a quand même cette envie de contribuer et aussi des suggestions de contribution pour des gens qui ont des portefeuilles un peu plus garnis. Il faut penser à tout le monde. Ouais. Ensuite, une autre question plus juridique, c'est est-ce qu'on doit forcément avoir une structure juridique avant de lancer une campagne de crowdfunding? Alors, ça dépend. Je vais vous faire une réponse de Normand, mais je suis Normand, donc voilà. En fait, vous pouvez porter votre campagne en tant que particulier, si vous voulez, mais après, c'est plutôt un délire de fiscalité. Si vous collectez en tant que particulier, ça va passer sur de l'impôt sur le revenu. Donc, si, admettons, vous collectez 20 000 € et que vous devez déclarer ça sur votre impôt sur le revenu, votre taux de prélèvement à la source, il reste de faire un petit bond. Donc, c'est peu recommandable. Moi, je vous recommande à minima de vous mettre en auto-entrepreneur et comme ça, vous déclarez ça comme étant du chiffre d'affaires. Voilà, donc la réponse est c'est plutôt fiscal. Et une dernière question, puis après on continue, puis Ouais, s'il y a d'autres questions, on y répondra aussi ouais, avant
référence. Est-ce que l'on peut modifier le montant en cours de campagne? Non, on ne peut pas modifier le montant en cours de campagne et c'est ce pourquoi il faut se documenter, il ne faut pas être trop gourmand ni trop pessimiste, il faut trouver un juste milieu et je pense que la mécanique de palier que je vous ai exposée est le meilleur des compromis. Mais non, une plateforme, elle ne vous laissera pas changer l'objectif. À partir du moment où la campagne est lancée, l'objectif n'est plus modifiable. Après, quand même, pour donner un peu plus de détails, vous pourrez tout changer sur votre page, mis à part la durée, sauf la prolonger à un moment si vous réussissez. Les contreparties, vous pourrez les bouger un petit peu, mais l'objectif n'est pas modifiable. Ouais. Merci beaucoup. Bah, je te propose que tu puisses Ouais, continuer et puis s'il y a d'autres questions, je te les soumets. très bien. Allez, donc en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je vous ai fait un petit top 3 de ce que j'ai vu le plus souvent passer. Alors, c'est penser que la plateforme fera le boulot. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de porteurs de projets qui pensent que, bah oui, en fait, une campagne de financement participatif, il suffit de faire une page, de remplir comme un dossier, et en fait, les gens vont finir par tomber dessus parce que la plateforme va mettre en avant votre projet. En fait, dites-vous que les plateformes, leur métier, c'est de recueillir, créer des pages. Et en fait, des pages, des campagnes en cours, il y en a 300, 400, 500. Donc, les plateformes, elles vont pas faire la promotion de tout le monde. Elles font la promotion généralement des gens qui sont déjà des winners. En fait, elles vont propulser encore plus des succès. Mais en tout cas, il ne faut pas compter sur la plateforme pour faire le boulot à votre place. Ça, c'est hyper important. Ensuite, toujours dans le top 3 des erreurs qui font crasher une campagne, c'est créer une belle page ne suffit pas. En fait, c'est pas la page qui fait la campagne. En fait, c'est comme un beau site internet, une belle application. On pouvait dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour faire exister tout ça. Mais si personne ne le voit, eh ben, ça sert strictement à rien. Donc en fait, ok, on va faire une belle page, mais aussi ce qu'il faut travailler, c'est la communication et comment faire venir justement du trafic sur cette page et espérer une conversion en contribution derrière. Voilà, mais oui, la phrase que je mets, je verrai bien quoi publier et qui contacter une fois que ce sera lancé, c'est la plus grosse des erreurs. Normalement, quand on se lance, on sait exactement qui on va contacter le jour J. Et moi, d'ailleurs, je prépare les porteurs de projets à cartographier leur communauté. Voilà. Et autre erreur, la troisième, c'est lancer une campagne sans communauté. Alors ça, c'est important, mais attention, il ne faut pas s'imaginer qu'avoir une communauté, c'est avoir 100 000 personnes qui vous suivent. Pas du tout. En fait, une communauté, moi, ce que je regarde, c'est pas forcément le nombre de gens qui vous suivent. Alors après, il ne faut pas que ce soit ridicule et que 30 personnes. Mais moi, ce que je regarde, c'est l'engagement de ces gens-là. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir 50 000 abonnés, mais si ces gens ne likent pas et commentent pas, ben, ils servent à rien. Mais vous pouvez avoir très bien 1000 abonnés et des gens très actifs. Et c'est ça qui est le plus important et le meilleur signal pour lancer une campagne. Et pourquoi il faut une communauté? C'est qu'en fait, on ne va pas animer sa campagne dans le vent. Il faut créer des passerelles vers cette page. Donc, les passerelles, c'est les réseaux sociaux, c'est ses proches, etc., etc. En tout cas, c'est une des erreurs les plus fréquentes de lancer sans communauté, c'est-à-dire lancer sans être attaché, lancer dans le vide, en gros. Et pour vous donner un peu le calendrier d'une campagne, les différentes étapes, c'est une visualisation globale. En fait, la campagne, dans un premier temps, on la prépare. Ensuite, on fait un lancement officieux. Alors, petite subtilité, pourquoi on fait un lancement officieux et un lancement officiel? Pourquoi il y a deux lancements? C'est qu'en fait, on va lancer 48 à 72 heures sa campagne auprès d'un cercle très, très proche pour remplir le restaurant. Parce qu'en fait, si vous adressez à des gens que vous ne connaissez pas et que les gens que vous ne connaissez pas arrivent sur la page et voient qu'il y a 2%, ils ne vont pas y aller. Parce qu'en France, on a plutôt un comportement de mouton, de suiveur. Et en fait, on va se dire, tiens, je repasserai après. Mais c'est comme quand quelqu'un vous dit, je vous rappelle, il y a peu de chances qu'il le fasse. Là, c'est exactement pareil. Donc, on le lance auprès de son premier cercle, son cercle le plus proche, c'est sa famille, ses amis, etc. Et ensuite, une fois qu'on a rempli au moins grand minimum à 20%, on fait son lancement officiel. Et là, on peut dévoiler sur les réseaux sociaux. Après, forcément, on mène la campagne tout du long de sa durée.
Ensuite, il y a la fin de la campagne. Ensuite, il y a l'expédition des contreparties. Alors, on n'est pas sur Amazon, hein, on n'est pas obligé de les envoyer en 24-48 heures. Là, ça dépend de votre projet. Si vous ouvrez un restaurant, forcément, ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle la vie entrepreneuriale. Voilà, il y a des projets plus ou moins simples à lancer. Et ensuite, il y a la fidélisation post-campagne, parce que forcément, ces gens, c'était les premiers à croire en vous, généralement. Donc, il faut aussi les fidéliser, les récompenser et leur donner des nouvelles. Tu as des questions? Non? Oui, oui, il y a Ouais, des questions. dis-moi. Alors, je reprends où j'en étais. Hop. À quel moment du projet peut-on commencer à faire les demandes de financement? Mais c'est ce que tu disais, une campagne étape par étape. Ouais, là, pour le coup, c'est une autre question par rapport à la slide. Mmh. En fait, on peut lancer à tout moment, mais par contre, il faut trouver des bonnes raisons. On peut lancer une campagne pour faire exister un projet, pour le faire se concrétiser, et aussi on peut lancer une campagne pour le développer. Par exemple, si j'ai une marque de mode, je peux très bien dire, tiens, j'ai envie de développer une nouvelle collection, une collaboration avec un artiste. Si j'ai une boulangerie, je peux très bien dire, j'ai envie de développer tout ça aussi. Enfin voilà, moi, si vous me demandez les raisons de lancer une campagne, je vais vous en trouver, hein. Vous inquiétez pas. Autre question de Géraldine: est-ce qu'on peut mettre plusieurs contreparties selon le montant offert? Par exemple, 10 € égale un objet à l'image de l'entreprise, 50 € égale un cadeau surprise. Exactement, c'est le principe. Je sais pas si je pourrais sortir de la présentation et aller sur une campagne, Oui, tout à fait. et Tu pour pourras montrer. partager ton écran, c'est à côté du Je microphone. le ferai ensuite, comme ça, vous pourrez voir justement à quoi ressemble une page, à quoi ressemble une échelle de contrepartie. J'ai presque terminé la présentation, mais je peux prendre les questions suivantes? Oui, alors question de Joël, très pertinent aussi. Donc le crowdfunding est imposable? Oui. Alors, Joël, je ne pense pas t'apprendre quelque chose en te disant que l'État passe toujours. Voilà. Question de Jean aussi: avez-vous des partenaires, entre parenthèses, plateformes, agences de communication, médias? Alors, si tu me poses la question à moi directement en tant que fondateur, service d'accompagnement, Mayday Mayday, oui, moi je suis en partenariat avec la plupart des plateformes françaises, Ulule, Mimosa, et cetera, Helloasso. Elles me connaissent bien et elles sont très contentes que j'accompagne les porteurs de projets, parce qu'elles, ça leur donne plus de chances de récupérer leur commission. Et sinon, moi, j'ai des partenaires aussi, parce que moi, j'ai un service d'accompagnement, donc je ne fais pas. Mais des fois, j'ai des porteurs de projets qui ont besoin d'un avocat, donc je leur recommande un avocat, d'un ou d'une photographe, vidéaste, comptable, community manager. Voilà, j'ai plein de talents qui m'entourent et que je recommande à mes porteurs de projets. Ça évite aussi d'avoir, je donne souvent cet exemple de tomber sur le plombier véreux. Moi, c'est des contacts avec qui j'ai l'habitude de travailler, je connais leur prix, et moi, je mets carrément en relation, ce qui fait aussi que je m'engage au passage, et ça met ma réputation en jeu. Donc ça m'oblige à faire de bonnes recommandations. Voilà. Alors, autre question de Georgette: est-ce mieux d'avoir une communication payante? Je pense par rapport au partage de la campagne de financement. Tu peux faire de la publicité pendant ta campagne. Après, oui, si tu as un budget, une enveloppe, moi je dis pas non, c'est toujours, ça aide toujours un petit peu si c'est bien investi. Après, si je n'ai pas bien compris la question, et que c'est la question dans le sens: est-ce qu'il faut prendre un talent pour animer la campagne? Pas forcément. Moi, la plupart de mes porteurs de projets, si je les accompagne à lever des fonds, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc en fait, on se débrouille, et moi je suis aussi un expert en communication, pas qu'en financement participatif, donc je leur apprends aussi à structurer leur communication, et d'ailleurs tous les conseils que je donne, ils sont profitables pour après la campagne, pour toute la vie de votre projet, tant qu'ils sont à jour, ces conseils. Voilà. Et ensuite Anthony qui demande ton contact, mais à l'issue de la webconférence, de toute façon, je renverrai toutes les informations, dont ton lien pour prendre rendez-vous, et puis de toute façon, tu vas te présenter tout de suite, donc. Ouais. Justement, là, ce que je vous propose, il me reste une petite slide sur comment on diffuse une campagne. Après, je vous présenterai un peu mon service en quelques minutes. Et après, justement, on ira se balader sur des campagnes, sur des thématiques, si vous voulez
que vous voulez que je parcours, parce que je vous rappelle, j'ai accompagné un peu plus de 2000 porteurs de projets, donc j'ai ce luxe de pouvoir me balader en fonction de vos préférences. Mais en attendant une campagne, comment on mobilise? En fait, il y a un système, c'est les 3 cercles de mobilisation. Donc on ne s'adresse pas à tout le monde en même temps. En fait, une campagne, c'est un peu comme un jeu de cartes. On va pas griller toutes ces cartes d'un seul coup. En fait, on va les jouer petit à petit. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on commence par le cercle 1. Le cercle 1, c'est le noyau dur. C'est les amis, la famille, les collègues. En fait, généralement, et c'est mieux, il doit permettre d'atteindre environ 20 à 30% de son objectif global ou de son premier palier, si on parle en palier. Voilà. Ensuite, le deuxième cercle, ce sont les amis d'amis, les connaissances. D'ailleurs, le premier cercle, un contributeur, moi je dis toujours, bah, c'est super s'il a contribué, mais on peut aussi l'inciter. Par exemple, j'ai une brasserie, mes contreparties, c'est de la bière. Bah, je peux toujours lui dire, lui envoyer un message en disant: «Bah, ce serait dommage de boire une bière tout seul. Ramène quelqu'un, 1 + 1, 1 + 2», et c'est ce qui permet de percer le cercle et d'atteindre le cercle 2. Et ensuite, il y a le troisième cercle, celui qu'on espère toujours atteindre, c'est le grand public, les médias, les influenceurs. Donc ça, on se donne les moyens, et moi, avec mes porteurs de projets, on passe par la petite porte, et des fois, on décroche des belles mises en avant, des JT de TF1, des choses comme ça. Voilà, et sans agence de relations presse qui coûte très, très cher. Donc voilà, une campagne, c'est mobiliser progressivement, mais en tout cas, il ne faut pas griller les étapes. Il faut vraiment se reposer là-dessus. Et je vous le disais, je vous l'avais promis, c'est vous parler de comment se faire accompagner, parce que du coup, vous l'avez compris, c'est pas forcément un exercice facile. Moi, l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement, comme je l'ai dit, pour optimiser les chances de réussite des porteurs de projets, parce qu'il faut surtout pas que vous échouiez, parce que ça reste référencé. Moi, ce que je propose dans mon accompagnement, bah, c'est de vous partager mon expérience, parce que moi, je suis le fondateur et le seul. Je suis un indépendant. Donc quand je dis que j'accompagne, c'est moi qui accompagne et pas quelqu'un d'autre. Donc quand j'accompagne, profitez d'une expérience de de 2000 porteurs de projets accompagnés. Ensuite, c'est un accompagnement personnalisé qui est voulu comme humain. Donc c'est des visioconférences, des appels téléphoniques. Des fois, il y a des porteurs de projets, je suis localisé à Paris, qui viennent dans mon espace de coworking. Donc en fait, je me rends vraiment disponible pour accompagner, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et ensuite, l'idée, c'est d'être un soutien permanent, parce que, bah, par exemple, moi, je suis un solopreneur, et on a tendance à se sentir seul avec son projet. Et moi, l'idée, c'est de aussi créer une communauté de gens qui se soutiennent, se donnent de la force. Alors, vous l'avez compris, mon entreprise s'appelle Mayday Mayday, donc il y a un univers avec l'aviation. Là, je fais le parallèle, être seul dans le cockpit et avec un copilote. L'idée avec un copilote, c'est d'avoir un plan de vol sur mesure. En fait, moi, les accompagnements, ils commencent généralement par 2 heures d'embarquement. Je mitraille les porteurs de projets de questions, parce que je ne vais pas accompagner de la même manière une personne qui fait un projet de lingerie et une microbrasserie. C'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Voilà, l'idée, c'est d'être présent à chaque étape et d'avoir un cap ajusté. En fait, on est hyper agile, parce que il y a les aléas de la vie entrepreneuriale, les aléas de la vie personnelle, et il y a aussi la vie d'une campagne. Et c'est un exercice où il faut être le plus spontané possible. Et vous allez me poser la question de combien ça coûte, donc j'y réponds tout de suite. En fait, moi, j'ai 2 extrêmes d'accompagnement. Soit les porteurs de projet, ils prennent des heures parce qu'ils veulent de la relecture de pages, des conseils stratégiques. Donc ça s'appelle la classe éco à 115 €. Ensuite, il y a la classe éco plus à 500 €. Là, c'est un pack de 5 heures, donc il y a une petite ristourne. Mais l'accompagnement qu'on me plébiscite le plus, moi, c'est un accompagnement sur la durée, donc 6 mois. L'idée étant d'en avoir plutôt trop que pas assez. Et là, c'est un accompagnement en illimité. Donc tous les jours, on pourrait réserver des échanges dans mon agenda. Après, ça sert à rien de se parler tous les jours en réalité. Et là, vraiment, on met les mains dans le cambouis pendant 6 mois ou moins, et ça coûte 950 € plus 10% du montant collecté. Mais il y a un grand mais, c'est que sur cette formule, les porteurs de projets qui travaillent avec moi, ils signent un devis qui les engage à lancer une campagne, mais ils n'ont pas d'acompte à verser. Et moi, je me rémunère uniquement, je dis bien uniquement, la partie fixe et variable si vous réussissez. Donc en gros, je dois
bien sélectionner mes porteurs de projets, aussi, il y a une sélection qui se fait en amont, parce que, en fait, moi, je ne me rémunère que si vous réussissez. Si vous réussissez pas, c'est 0 € à la fin, donc j'ai tout intérêt à me donner et justement, c'est la preuve d'un accompagnement de proximité parce que je suis obligé de bien vous accompagner pour que vous puissiez, réussir derrière et c'est ce que je précise, c'est l'offre, la plus populaire et ce qui et au-delà d'échanges, hein, illimités, il y a aussi une communauté sur WhatsApp avec, un groupe avec moi, un groupe qui s'appelle le Tarmac aussi avec des gens qui ont déjà lancé, eux, qui vont le faire. Il y a aussi des fichiers de travail que j'ai créés pour que vous n'ayez pas à les créer. Donc il y a toute une base aussi, histoire, que vous puissiez travailler, en tout confort, avec, mon expérience. Voilà, bon, de toute façon, on vous donnera, hein, mes coordonnées. Après, il y a toujours un petit QR code si vous voulez prendre un rendez-vous, et avoir accès à mon agenda. Mais je pense que là, l'idée, la priorité, c'est de répondre à vos questions et de vous emmener, vous balader, sur quelques pages. Voilà, je t'écoute, pour les questions. Alors, je reprends où j'en étais. La campagne de financement participatif est-elle uniquement axée sur la France ou est-il possible de le faire depuis d'autres pays sur votre plateforme? Très bonne question. Alors il y a des plateformes françaises, il y a des plateformes européennes, il y a des plateformes internationales. Hem, En tout cas, même sur une plateforme française, tu peux avoir une version, anglaise de ta page, par exemple et faire en sorte qu'il y ait plusieurs audiences. Après, en soi, il y a des contributeurs du monde entier. Après, en France, il y a quand même un système de régulation. On fait attention à ne pas financer des projets terroristes, à ne pas faire de blanchiment d'argent, donc il y a beaucoup de contrôles et il y a des pays qui sont blacklistés. Voilà, généralement des pays en guerre et des zones, sensibles. Voilà, mais oui, ça marche, très bien. D'accord. Alors, je réponds juste à Julie parce qu'on quand on a répondu tout à l'heure à la question sur l'imposition, à combien de pourcents c'est imposable? Je pense qu'on part des mêmes barèmes que Oui, l'impôt sur le revenu, ça dépend. Ça dépend ce que tu gagnes, dans ta vie à côté et quel est ton taux de prélèvement à la source. Ensuite, le chiffre d'affaires, ça dépend de ta structure. Si tu es, micro-entrepreneur, ce sera le taux de cotisation traditionnel de l'URSSAF. Ouais, c'est vraiment ça dépend pour le coup. Ouais. mais du coup, ça fait écho à la question de Géraldine juste en dessous qui nous dit: «Mais du coup, si on lance sa micro-entreprise après la campagne, comment ça se passe pour les impôts?» Parce que c'est vrai que du coup, je pense que cette personne physique, dans ce cas-là, si on la lance avant de créer quoi que ce soit. En Même fait si, tu es en personne physique aussi, mais En fait, ça dépend, où est-ce que tu réceptionnes les fonds. C'est ouais. plutôt ça. Si tu réceptionnes les fonds sur un compte personnel, là, c'est de l'impôt sur le revenu. Après, si tu réceptionnes sur le compte d'une entreprise, d'une association, là, c'est pas du tout la même fiscalité. Mais moi, généralement, ma recommandation, c'est d'ouvrir, sa structure, avant de lancer sa campagne, ne serait-ce que quelques jours et comme ça, on a moins à craindre. Voilà. Question de Audrey: «Je souhaite créer une campagne pour la création de mon entreprise de service. Est-ce qu'une proposition de réduction de tarifs peut être une contrepartie?» Alors, déjà, là, je vais te partager un peu mon expertise. Attention sur les business de services, c'est pas les projets qui sont les plus crowdfundables comme on dit. Ça dépend de quels sont tes services. Pour le coup, tu pourras me le dire et je pourrais, personnaliser ma réponse. Mais sinon, oui, tout à fait, tu peux, tout à fait dans les contreparties proposer une réduction de tes tarifs, justement, je le disais tout à l'heure, ça permet de récompenser, les premières personnes, qui vont croire à ton projet. Mmh. Merci. Ah oui, une question de Jean aussi pour toi. Est-ce que tu as déjà accompagné des projets dans le secteur de l'habitat ou de la tech sociale? Ouais, ouais, dans l'habitat, j'ai un exemple qui est assez connu d'ailleurs. Enfin si, je sais pas si on peut dire que c'est dans l'habitat, mais ça en fait partie, ameublement, si je puis dire. C'est un projet qui s'appelle Fabrique, qui est porté par Clarisse Merlet. En fait, au début, c'était un projet de fin d'études, elle avait, 2-3 t-shirts, elle transformait une brique, elle en faisait une brique textile. Aujourd'hui, ça sert autant pour de l'isolation, autant pour, créer des meubles et aujourd'hui, elle a une vingtaine d'employés, je crois et elle est passée dans Qui veut être mon associé sur M6, il y a quelques mois donc un beau succès et après il y a plein aussi de matières, hein, qu'on recycle. Je connais Riab aussi où
on ramasse du plastique sur les plages, notamment, eux, ils sont en Bretagne et en fait, ils font fondre tout ça et ils recréent des objets, genre des crédences de cuisine et cetera et cetera. Et après sur la tech, je prends le mot tech. En fait, tout ce qui est, immatériel, digital, c'est quand même des projets à risque. Donc, moi, il y a pas de no go de ma part, il y a pas de non, mais c'est toujours un oui mais. Voilà, ça s'analyse au cas par cas. Merci beaucoup. Dernière question, puis après je te propose de partager ton écran. De Midaela: «Est-ce que c'est possible de lancer sa campagne pour ouvrir son commerce en tant que primeur?» Ah carrément. Là, en plus, en fait, c'est sur un lieu et ce qui est bien, c'est qu'un lieu, c'est fédérateur. Les gens y passent, les gens, ils peuvent voir ce que tu as ouvert, le projet que tu as concrétisé. On peut adopter, je sais pas, des marches, des chaises, des tables, je disais. On peut faire pas mal de choses et non, moi, j'encourage beaucoup les lieux à se lancer parce qu'en plus, on peut obtenir des soutiens, parfois politiques, de la presse locale, dans la chambre de commerce. Enfin, il y a pas mal de réseaux, à travailler de ce point de vue-là. Après, les soutiens, ils dépendent aussi de ta localisation, mais moi, pour vous raconter un peu ma vie, moi, j'ai longtemps vécu à Beauvais, en Picardie, dans une très moyenne ville et ce sont des villes, malheureusement, où le petit commerce disparaît et il y a de plus en plus je crois que le titre, c'est des city managers, des gens qui portent le projet de redynamiser les centres-villes et ça peut être des beaux soutiens pour ce genre d'initiative, ouais, tout à fait. En tout cas, c'est crowdfundable, c'est la réponse. Voilà. Merci beaucoup. Tac, ouais, écoute, je vais enlever la présentation comme ça Ouais, tu peux alors je sais pas si tu peux peut-être, ça va peut-être annuler si tu partages ton écran, mais je vais l'enlever comme ça. ouais, bah enlève-la et je clique sur le bouton. Ouais, voilà. OK, alors, Et donc activer, sur ta droite, à côté du microphone, normalement, tu as de quoi partager ton écran. Tu as un petit logo exact, avec ton je ordinateur. l'ai. Hop. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Est-ce que Ah, vous très le bien. voyez dans le chat aussi? OK. OK, c'est bon. Je vais vous parler de différents projets. Après, d'ailleurs, et si tu vois des projets qui pourraient intéresser, dis-le moi et je pourrais essayer d'adapter les exemples que je donne. Mais là, c'est un projet dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça peut être bien de creuser. Je vais essayer de vous raconter des histoires à chaque fois, parce que c'est aussi mon métier de rencontrer des gens, de faire partie de leur aventure entrepreneuriale. Et comme ça vous donne des exemples hein, larges, en gros. Là, c'est Chloé et Julia, qui sont des Lyonnaises. Leur projet de fin d'études, c'était alors, elles étaient en école d'agroalimentaire, c'était des ingénieurs. Et elles avaient un projet de fin d'études à développer. Elles ont décidé de développer une pâte à tartiner au goût choco-noisette, mais sans cacao. Euh, Sans cacao, grâce à la caroube. Voilà, je vous le dis tout de suite. Euh, En fait, elle s'était déployée un petit peu dans la région lyonnaise, donc dans des petites épiceries, et cetera. Le projet a été créé, et en fait, on a utilisé la campagne pour créer un lancement national. Alors le projet s'appelle Épate-moi, donc on a dit qu'on allait épater toute la France et franchement, ça a plutôt bien fonctionné parce que là, on a pulvérisé, l'objectif. On avait un objectif plutôt psychologique, disons-le, de 100 préventes et on a collecté 1695 donc 1695 pots, de vendus. Derrière, hein, ce chiffre, il y a des euros évidemment. Voilà, donc une page. Comment c'est? Alors là, on est sur la plateforme Ulule, je vais vous montrer aussi sur une autre plateforme tout à l'heure. Donc on a un objectif, là, en nombre de préventes. Il peut être en montant. On a le nombre de contributions. Là, on a un titre, Épate-moi la révolution de la pâte à tartiner sans cacao. Ensuite, le slogan qui appelle à l'action. Ensuite, le visuel de couverture. Donc là, c'est une image animée. Et ensuite, une page, on raconte son histoire. Donc, Épate-moi, la pâte à tartiner sans cacao. Participer au lancement national de notre pâte à tartiner vraiment locale. Et ensuite, on rebondit, on déroule, etc. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture, mais vous pouvez y accéder. Hein. La campagne est toujours en ligne et c'est un super exemple. Et d'ailleurs, allez leur écrire de ma part si jamais vous avez des questions à leur poser. Elles sont très ouvertes. Et ensuite, là, on a des éléments de réassurance. Hein, donc, trop bon, 3 fois moins de CO2 émis, 2 fois moins de sucre. Hop, hop, hop. Donc, l'idée, c'est de précommander. On a des avis, des infos utiles, le pourquoi, qui porte la campagne, parce que l'incarnation d'un projet, elle est importante. Hein. Pour le coup, on raconte une histoire. Et ensuite, sur le côté, donc à droite, vous avez les contreparties.
Donc là, la contrepartie à la une, parce que normalement, elles sont classées dans l'ordre croissant, mais là, on va appeler ça la contrepartie star, la tête de gondole, c'était les pâtés gourmands. Donc pour 20 €, on avait 3 pots de pâte à tartiner, le fait de rejoindre un groupe WhatsApp, etc., etc. Après, cette campagne vise à vendre des pots de pâte à tartiner, hein, donc il y a d'autres choses, mais voilà, c'est assez limité. Il y avait des partenariats, parce qu'on a lancé évidemment cette campagne pendant la Chandeleur, hein, c'était tout à fait voulu. Et après, évidemment, plus on est gourmand, plus on peut avoir de pot. Après, plus on est gourmand et plus on a d'argent aussi à tonner. Évidemment, donc ça, c'est un exemple sur de la prévente. Et ensuite, pour aller plutôt sur un lieu, là, c'est un projet que je viens de terminer d'accompagner. Alors, tous les projets que je vous montre, ce sont des projets que j'ai accompagnés. Au moins, si vous avez des questions, c'est plus facile d'y répondre. Là, c'est Fleur. Fleur, elle est assez suivie sur Instagram. Elle a lancé des cuvées de vin militantes. Elle fait aussi des livres. Et là, elle a décidé de lancer Fine Fleur, donc un lieu de vie inclusif autour de la paysannerie, autrement dit, un restaurant. Voilà. Et elle a collecté 20 150 € sur 10 000. Donc là, on a fait un 201%. On est plutôt content, ce qui l'aide aussi à avoir une preuve sociale pour valoriser son projet auprès d'autres investisseurs. Après, attention, hein, une campagne, si vous n'êtes pas un influenceur, elle va financer une petite partie du projet, pas tout. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Moi, je ne vous mets pas des paillettes dans les yeux. Normalement, un projet, on le finance avec des fonds propres, pourquoi pas un prêt d'honneur, et pourquoi pas du financement participatif pour les différentes raisons que je vous ai citées. Donc là, pareil, hein, la page, voilà, une page un peu plus simple pour le coup, mais écoutez, elle a collecté 20 000 €, donc c'est que ça a fonctionné. En tout cas, l'important, c'est que la page soit propre, présentable. Mais là, je vais vous donner des exemples de contrepartie. Là, alors la contrepartie star, c'est sorcière pétillante. Bon, après, c'est toujours dans l'univers du projet, hein, les noms. Donc là, il y avait une des dernières bouteilles de cuvée militante. Donc voilà, ça va avec ce qu'elle faisait avant. Et ensuite, on commençait l'échelle avec Force du Pépin. Donc 2 verres de vin naturel à partager, l'occasion d'inviter votre personne préférée à découvrir votre nouveau QG. Voilà. 20 €, germination artistique, une affiche de Justine Saint-Lô. Donc elle a fait un partenariat avec une collaboration avec une de ses amies artistes. Et 2 verres de vin. 50 € convergence gourmande, donc l'apéro à partager. Normalement, ça vaut 65 €, donc on a une petite ristourne au passage de 15 €. Donc voilà, on privilégie les contributeurs. Là, soutien bien installé, donc il y avait des chaises à vendre. Donc voilà, 75 €, hop. Les tables, on en a vendu 15, donc 15 fois 100, ça fait pas mal. Voilà. Et un autre projet, avant qu'on retourne sur les questions, donc sur une autre plateforme, la KissKissBankBank. Là, c'est un projet de sauvetage d'une tour, un monument historique à Sancerre, donc un plan centre de la France. Très belle collecte à 57 000, on va arrondir à 58 000. Et là, l'idée, c'était d'adopter les marges de la tour pour pouvoir la sauver. Alors évidemment, on ne va pas sauver la tour avec 60 000 €, ça ne suffit pas. Un monument comme ça, on ne peut pas le restaurer n'importe comment. Il y a des aides régionales, locales, etc. Mais là, du coup, pareil, hein, on raconte une histoire, encore une fois, donc le pourquoi, et à chaque fois, ça sert au projet. Son histoire, c'est un monument historique, donc là, c'est un passage obligatoire. La mission, donc là, on avait une belle vidéo. Hop. Et ensuite, les différents paliers. Donc 15 000 €, ça servait aux travaux d'urgence d'étanchéité de la terrasse et de sa mise hors d'eau. 30 000 € travaux d'urgence d'étanchéité des murs du 2e étage. 50 000 € travaux d'urgence d'étanchéité des murs du 1er étage, etc., etc. Et là, les contreparties m'ont resté des entrées pour la tour. Alors là, on avait une particularité, c'est que les contributeurs, moi, j'avais une stratégie où on les avait appelés, les gens qui regardaient, on les appelait les admirateurs de la tour. Les contributeurs, ensuite, on les appelait les gardiens de la tour. On leur donnait ce rôle. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment à cœur d'avoir ce rôle, parce que maintenant, quand ils vont voir la tour, ils disent « Bonjour, je suis gardien de la tour, je vais récupérer mes places ». Voilà pour les quelques exemples. Si vous voulez que je vous en donne d'autres ou si vous avez des questions, j'y réponds. Alors, je reprends les questions qui étaient en cours de route. Justement, quels sont les projets que tu soutiens? Donc là, tu en as montré quelques-uns. Et s'il y a des domaines à risque, tu disais les services tout à l'heure. Alors oui, les services, en fait, il faut se mettre à la place du contributeur. Les projets qui marchent le mieux sont les projets fédérateurs.
donc artistique, le sport, le bien manger, les produits de consommation générale, etc., etc. Les projets les plus à risque sont les projets immatériaux, donc les applications, les plateformes digitales, les prestataires de services. Voilà, et je peux expliquer pourquoi. C'est que les contreparties que vous allez proposer, elles sont beaucoup moins satisfaisantes que le reste des porteurs de projets, enfin que le reste des projets. C'est-à-dire que si vous faites une application, bah, vous allez proposer peut-être des mois d'abonnement moins chers. Mais c'est de l'immatériel. En fait, les gens, la foule adore avoir, par exemple, je commande mon petit shampoing, pop, pop, je vais le recevoir, je vais le tester, je vais le déballer, etc. Je vais être content. C'est une expérience globale, voilà. Merci. Une autre question et ensuite j'arrive tout de suite. Il faut juste que j'aille mettre en charge mon ordinateur. Vous pouvez développer sur les inconvénients pour des projets tech? Je viens de le dire, hein, un peu en partie, c'est que ça a moins de succès parce que c'est moins fédérateur, c'est moins concret pour les gens. Enfin, voilà. Et hop, question de Géraldine. Si on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer son projet de micro-entreprise, est-ce qu'une campagne peut aider? Bah, sur quoi la micro-entreprise? C'est surtout ça la question, ouais. Si c'est sur du service, bah, ça va être un peu plus délicat comme je l'expliquais, mais si c'est sur autre chose, ça peut tout à fait, fonctionner. On attend que Cassandra revienne, parce que moi je ne vois pas les questions. Ah, te revoilà. Oui, non, c'était critique, j'avais 10%. Ah oui. Alors ensuite, hop, alors là, on est à jour sur les questions. Elle a répondu, Géraldine, a dit lithothérapie, séances énergétiques, ateliers divers. Il n'y a pas beaucoup de campagnes, honnêtement, sur ces sujets. En fait, si tu lances une campagne, ça va te prendre du temps et tu vas surtout cibler là, pour le coup, un cercle très local et un cercle très, très proche. Mmh. Après, c'est une manière de récupérer des fonds, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas qu'une campagne, elle soit créée pour 10 contributeurs ou ne serait-ce que 20. C'est beaucoup trop d'énergie, par rapport au montant que vous allez collecter, Géraldine. J'ai répondu à la question, c'est bon. Oui, non, je suis là, je suis là. C'est juste, alors je pense, elle te dit merci. Et on est à jour dans les questions, donc n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. Il nous reste 4 minutes environ. Ah bah c'est bien, on est dans les temps, c'est super. Ouais, ouais. Ah oui, Michel, dans le domaine de l'édition, a-t-on une chance avec la poésie? Oui, bah, dans le domaine de l'édition, tout fonctionne. Après, c'est la manière dont vous travaillez votre campagne, dont vous la présentez. Après, c'est ce que je disais, je vous recommande aussi de vous faire une communauté autour de vous, d'aller sur les réseaux sociaux, créez-vous un compte Instagram, essayez de fédérer autour de votre projet, un compte Facebook, et cetera, et cetera. Alors, question de Jean, est-ce que des frais sont engagés par le porteur de projet en amont du lancement de la campagne de crowdfunding? Si oui, à combien s'élèvent-ils en moyenne et à quoi correspondent-ils exactement? Frais de plateforme, communication, accompagnement, etc. Alors, ça dépend, mais la plateforme, vous ne devrez que la payer si vous réussissez. Donc, elle prélève sa commission une fois quand elle vous verse les fonds. En fait, elle prélève à la source, elle aussi. Ensuite, si vous faites accompagner, en tout cas, une structure comme Mayday, vous l'avez compris, ne se rémunère qu'à la fin, si vous réussissez aussi. Après, quand je dis ça dépend si vous voulez, je sais pas, faire appel à une photographe, du coup, la photographe, elle va se payer en amont de la campagne pour faire vos photos et que vous puissiez les utiliser, un vidéaste aussi. Ça dépend à quel niveau vous voulez mettre votre campagne et quels sont les besoins. Mais si demain, vous vendez un produit, il vaut mieux qu'il soit bien vendu et qu'il donne envie. Voilà. Après, on peut tous aussi très bien se débrouiller. Moi, j'ai des porteurs de projets, ils se débrouillent très bien avec un iPhone ou autre. Et moi, je leur apprends aussi à faire des vidéos, une communication plus qualitative avec les moyens du bord. Alors, Denis, une question de Niro. Pensez-vous que si on aide le territoire à participer à un projet inclusif, Ouais.
Ah, il manque des mots dans la phrase, donc Ah, le projet peut fonctionner, c'est de la prestation de service. ouais, je crains qu'il manque des mots dans la réponse aussi. Ouais. Du coup, ouais. Nero, je vous invite à reposer votre question. Ouais, on a des questions, la différence avec Hello Axo, et cetera, mais ça fonctionne de la même façon. Oui, bah, après, comme son nom l'indique, hein, Hello Asso est une plateforme, uniquement pour les associations, Mmh mh. qui a des fonctionnalités particulières. Après moi, j'ai mes points de vue, mais c'est une super plateforme française, qui plus est, à Bordeaux. Et elle a un modèle très particulier, c'est qu'elle ne prend pas de commission, elle se rémunère uniquement aux dons des contributeurs. Dans leur panier, ils ont la possibilité, par exemple, je fais une souscription à une association, je peux donner 20 € en plus pour aider Hello Asso à se financer. Oui, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui passent par Hello Asso pour les réinscriptions de l'année, genre, Ouais. le club d'escalade du coin, et cetera. Il y en a Hello qui Asso, c'est rajoutent, c'est une super une plateforme, contribution. ouais, pour les adhésions, pour la billetterie. Après, si vous souhaitez vraiment mener une campagne et tout, moi, je suggère plutôt d'autres plateformes, ouais. Mais des plateformes, vous en avez des nationales, comme je le disais, vous en avez aussi des locales. Je pense à Kengo en Bretagne, qui est une super plateforme et ça permet aussi d'avoir les interlocuteurs de proximité. Elles adoptent un projet plutôt vers Bordeaux, et cetera. Il y en a des spécialisés, par exemple Mimosa sur l'agriculture, l'alimentation et bon, et j'en passe, hein, voilà, ça fait quelques exemples. Mais on parle plus souvent d'Ulule et de KissKissBankBank, enfin maintenant plus que d'Ulule parce que c'est une plateforme généraliste. Voilà, donc on crée un véritable carrefour à projet. Merci beaucoup Antoine. Il est 15h30. Top, hein. Je sais qu'il y a encore quelques questions, surtout qui sont très spécifiques. Si je fais telle activité, est-ce que ça va fonctionner? Je pense qu'en fait, on pourrait y passer plusieurs heures, hein, pour Bah faire ça, vous chaque. pouvez me contacter pour le coup, hein. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire, de contacter directement Antoine. Je me permettrai aussi de mettre ton adresse email plus, Ouais, justement ton calendrier, ouais, dans l'email très récapitulatif. bien. Donc ne Super. paniquez pas, vous allez recevoir toutes les informations, dans quelques minutes. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn si vous êtes pressé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Antoine. Bah, Ça a merci à été un toi pour plaisir de l'invitation. t'accueillir et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir pu poser vos questions qui étaient très pertinentes, Ouais. dans le chat et on espère avoir pu répondre au maximum d'informations. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir.